Bienvenue à Édition Offset. Je suis Laurence Desmarchais, responsable marketing et communication chez Produlite. Produlite, c'est une entreprise familiale spécialisée dans l'emballage cartonné et flexible depuis plus de 44 ans. Aujourd'hui, dans notre épisode, je suis accompagnée de Sean Desmarchais, président chez Produlite, ainsi que notre invité spécial, Simon Verville, cofondateur de Phil et Fred Pizzeria. On y parle entrepreneuriat, image de marque, collaborations inspirantes et des défis qui accompagnent la croissance d'une entreprise. Bref, c'est un épisode pour mieux comprendre le succès des entreprises et des marques d'ici. Bienvenue à tous dans un nouvel épisode d'Édition Offset. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être entourée de deux entrepreneurs qui sont passionnés. Simon Verville, cofondateur de Phil et Fred, et Sean Desmarchais, président de Produlite. Donc, bienvenue les gars. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. On va commencer avec Simon. Avant qu'on plonge dans l'aventure de Phil et Fred pour mieux comprendre votre histoire, c'est quoi votre entreprise, on peut-tu parler de toi? Dans le fond, peux-tu nous raconter un peu ton background, de où tu viens, qu'est-ce qui t'a apporté dans le monde de l'entrepreneuriat? Écoute, super bonne question. Moi, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu être un pompier. Fait que ça a commencé comme ça. À l'époque, il y avait beaucoup de contingences. Mm-hmm. Donc, j'ai finalement fait l'école de police. C'est bizarre comme ça, mais je me suis rendu là. J'ai fait 10 ans dans le métro de Montréal comme agent. Puis, c'est pendant ma carrière, en fait, que j'ai commencé à m'intéresser au marketing. J'ai fait un certificat à HEC Montréal. J'étais allé chercher des petits cours à gauche, à droite en entrepreneuriat. Et c'est dans mon cours en intro marketing que j'ai commencé. Je me suis ouvert les yeux, je fait c'est incroyable. Le prof que j'avais encore aujourd'hui, c'est devenu un ami. Là. Il s'appelle Ousni Nafis, c'était le maître d'enseignement du programme. Un prof passionné, passionnant. Je mangeais ses mots comme on mange de la poutine. Wow. Puis lui, il m'a vraiment donné là, le goût là, de partir en marketing. Fait que j'ai commencé comme ça. Je me suis parti une petite agence, comme n'importe quel entrepreneur autonome. On se fait des petits sites web, on a des PME, etc. Fait que j'ai appris un peu sur le tas comme ça. Tout en travaillant? Tout en travaillant, oui. Comme policier? Oui. Wow. Fait que c'était beaucoup de travail. Mais, je veux dire, du côté marketing, on n'a pas l'impression de travailler. Fait que c'était vraiment un hobby, là. Il y a des gens qui vont à la pêche. Moi, je fais des sites web, tu sais. Puis ensuite de ça, j'ai continué, j'ai vu un peu qu'est-ce que les autres entrepreneurs faisaient en PME. J'ai compris beaucoup de facettes de l'entrepreneuriat et c'est en mars 2019 que Phil et Fred, qui sont mes meilleurs amis en fait, m'ont dit « Hey, on a un projet de resto, ça te tente-tu d'embarquer? » Là, j'étais comme... Je suis pas un restaurateur, moi, mais je veux dire, vendre du bonheur, je pense que je suis capable de faire ça, tu sais. Donc, eux, ils étaient un peu dans l'optique que nous, on est capable de faire la pizza. On aimerait quelqu'un qui puisse la vendre. Donc de là, ton background marketing qui prenait forme. Exactement. Donc, tout ce que j'ai allé chercher à travers mon agence, mais on a été capable de le monter. En fait, d'en faire profiter la marque Phil et Fred. Donc, on a tout bâti ça. Et fait qu'on a parti ça en mars 2019. On a ouvert le restaurant en décembre 2019. Donc, on se rappelle que 3 mois plus tard, c'était la pandémie de COVID. Ouais. Donc, c'était un petit peu challengeant. Mais plein de défis. Puis moi, je veux dire, même si dans ma tête, je pensais être pompier, je suis entrepreneur depuis que je suis jeune. Ouais, je veux dire, je veux toujours partir quelque chose. Je veux toujours être capable de dire, de créer de la valeur. Ça a toujours été inné en moi. Puis aussi, à travers Phil et Fred, il y a eu Trusty, qui est une autre entreprise que j'ai cofondée, qui opère en tech. En fait, on appelle ça de la reg tech, qui est tout ce qui est le volet de la gestion des risques individuels, vérification d'antécédents, etc. Donc, entrepreneur qui a toujours faim, qui veut toujours partir à un autre projet, qui veut créer de la valeur. Fait que c'est vraiment parcours professionnel, là. C'est pas mal ça qui s'est passé. À quel moment tu as décidé de laisser ton emploi de 10 ans? Parce que tu as un fonds de pension. Aïe. Ça prend du temps. Une grosse décision. Ça a pris 5 ans de réflexion. Oui, parce que je pense qu'après 5 ans, tu sais,
tout le domaine policier là, a changé assez drastiquement. Là, il y a eu tout le printemps étudiant, dans le temps des carrés rouges, il y a eu beaucoup de confrontations étudiants, policiers, beaucoup aussi le tribunal populaire. On met quelque chose sur les réseaux sociaux, puis c'est les images qui sont projetées qui vont qui vont te donner un peu la perception de qu'est-ce qui est arrivé. Fait que si c'est le policier qui est dans une intervention musclée, puis on s'entend quand c'est musclé, c'est jamais beau, là. Non, c'est ça. Mais on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé avant. Ouais. Colin, tribunal populaire, on ne sait pas ce qui est arrivé en avant, fait que c'est le policier qui est en tort. Donc ça pesait lourd. Ça pesait très lourd. Puis c'était correct, je veux dire, moi, mon travail, je l'ai fait de... j'ai jamais eu de plainte. Je pense que je faisais mon travail vraiment dans le buzz, dans servir et protéger. Là. Ça a toujours été ça un peu mon mantra, mais on dirait que t'as le spotlight sur toi, puis c'est coupable jusqu'à preuve du contraire, et non comme notre système de non coupable jusqu'à preuve du contraire. Fait que ça, c'est un petit peu plus plate. Et il y a aussi le volet que la police, l'armée, tout ce qui est paramilitaire ou parapolicier, c'est très, on suit une ligne. Puis moi, en tant qu'entrepreneur, je veux tracer la ligne, pas la suivre. C'est bon. Mais c'est intéressant parce que même si c'est deux extrêmes de profession, entrepreneur puis policier, il y a des liens qui auraient dû rendre service là-dedans. Le côté discipline, le côté rigueur, ça a dû être... Totalement. Parce qu'on sait que comme entrepreneur, de stress, on le gère comme il faut. La rigueur, des fois, on peut partir dans 1000 directions, tandis que la formation, la base que tu as, ça a dû te rendre service, ça. C'est tellement vrai parce que on voit des choses que le commun des mortels ne voit pas. Puis tu sais, on faisait toujours la blague à Nicolet parce que les scénarios, on dit que les extraterrestres vont débarquer là. À un moment donné, c'était comme c'est tiré par les cheveux, mais c'est fait de manière à te montrer le pire. Que quand tu vas arriver dans la vraie vie, ça sera pas... Tu vas déjà avoir vu de quoi de chose d'encore pire que ça, tu sais. Puis je pense que dans l'entrepreneuriat, tu peux te confronter à tellement d'affaires, là. Je veux dire, il y a des problématiques. C'est quand t'en règles une, c'est quand la prochaine, tu sais. Puis des fois, ça peut être autant au niveau humain avec notre staff, que ça peut être aussi tout ce qui est aux opérations. Bref, je trouve que d'avoir vu des choses quand même assez extraordinaires, et pas comme fabuleux, là, mais vraiment extraordinaires qui sortent de la routine, mais ça me permet d'être mieux outillé pour faire face à effectivement des trucs qui bien doser la situation, le calme. Garder son sang-froid, tu sais, je veux dire, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est régler la situation, c'est pas de paniquer, mais c'est un peu, je veux dire, quand tu arrives sur une scène, c'est toi qui est, mettons dans mon ancienne vie, c'est toi un peu le régulateur. Là. T'attends pas que la police arrive, t'es là. Fait que c'est un peu le même principe d'entrepreneur. Il y a un fil qui rejoint l'entrepreneurship. Quand t'arrives, c'est pas une scène, mais t'as une responsabilité, il y a des gens qui te regardent, que ce soit du staff, que ce soit un fournisseur, un banquier. Donc, ça vient aider là, par rapport à... Tellement. Il y a des gens qui dépendent de toi. À ton cheminement. C'est clairement c'est super intéressant. Je veux revenir à l'idée de Phil et Fred quand vous avez commencé ça. Tu as dit que c'était tes cofondateurs, Phil et Fred, qui avaient cette idée-là de faire la pizza. Comment est-ce que, pour vous, c'était clair de « Hey, on va faire ça, puis on va se distinguer dans un marché de pizza qui est assez compétitif? » Hey. Quand on a parti, Phil et Fred, il y avait 22, 23 pizzerias déjà à Saint-Jean, sur Richelieu, parce que la pizzeria, elle a démarré à Saint-Jean. Mais on s'est dit, et puis je me souviens, là, eux voulaient racheter une pizzeria. OK. Et puis il y a eu des négociations pour ça. Finalement, ça n'a pas à donner. Puis c'est correct. Mais eux, ils se sont projetés comme des propriétaires de restaurants puis de se partir quelque chose, t'sais. Fait qu'il y avait encore cette idée-là. Fait que c'est pour ça qu'ils ont poursuivi. Puis on dit, si on rachète pas, on va partir from scratch. Puis, même moi, au début, j'étais comme, on pourrait peut-être partir un resto mexicain. Il n'y en a pas. Mais au final, la pizza, c'est vraiment quelque chose de rassembleur. Puis on peut vraiment réinventer la pizza. Puis nous, ce qu'on a vu à travers nos études de marché, c'est qu'il y avait une tranche d'âge qui était un peu laissée à elle-même. Qui étaient les 24-35 ans, les jeunes familles notamment,
qui, eux, allaient plus vers des nouvelles tendances alimentaires, des régimes. On peut parler du keto, du vegan, du sans lactose, pour les intolérances aussi. Puis nous, on s'est dit, une pizza, c'est rassembleur, mais mettons en place des trucs qui lui permettent d'être encore plus rassembleuse, parce que je me souviens dans les premières journées, quand on a dit, puis là, ça a l'air bizarre aujourd'hui de dire ça, mais on était dans les premières pizzeries à offrir du fromage sans lactose, tu sais. Puis je me souviens, il y a un papa qui est venu nous voir, je pense ça peut être une couple de journées après, puis il a dit, vous m'avez permis d'avoir un souper pizza avec ma famille parce qu'on est tous intolérants. Wow! Tu sais. Fait que juste ça, on était comme, wow, tu sais, c'est une paye. Ça vient boucler, dans le fond, ton idée de départ, le rassemblage. Exactement, Ouais. exactement. Puis moi, je me suis dit, hey, comment qu'on peut faire maintenant pour qu'on soit une pizzeria qui se démarque de tout, là? Fait que là, on a commencé dans le produit, comme je t'ai parlé avec l'émergence des nouvelles tendances alimentaires ou des régimes ou des intolérances, mais aussi comment la vendre. Puis dans la façon de la vendre, je me souviens, on était pendant la COVID, on a fait un événement où on livrait de la pizza en Ferrari, là. Comment faire parler de nous, là, c'est exactement ça, là, t'sais. Donc, je pense que ça a été un peu l'essence même là, oui, il y en a beaucoup, mais pour moi, un marché où il y a beaucoup de joueurs, ça veut dire que le marché est en santé. S'il y a beaucoup de fermeture dans ton marché, là, ton marché, il faut que tu te poses des questions. Mais là, en ce moment, il y avait beaucoup de joueurs. On est arrivé, on a pris notre place, puis ça marchait déjà bien. Donc, on a juste continué dans cette voie-là. Mais tu as évité le MeToo, Saint-Maz, puis tu as créé ton propre chaîne. Ta recette parfaite. Réinventer la pizza, finalement. Oui, exactement. Quelque chose de traditionnel qui existe depuis combien d'années? Mais arriver à bâtir quelque chose de nouveau, c'est intéressant. Oui, puis, tu sais, de la pépéroni fromage, on en a mangé, hein? Oui. Puis on en mange encore. Puis, tu sais, je veux dire, moi, mon plus gros vendeur, c'est la moyenne toute garnie. Donc, tu sais, c'est un classique, c'est conservateur, ça passe à travers le temps. Mais on a les pizzas à fil, qui sont les pizzas plus traditionnelles, comme je viens de mentionner. Et on avait un menu un petit peu plus gourmet que les pizzas à Fred. Okay. Donc là, on pouvait se faire livrer. Si on était tanné de la pizza pepperoni fromage ou de la toute garnie, on pouvait se faire livrer une prosciutto roquette. On pouvait se faire livrer une champignon truffe tomate séchée. C'était un autre... Tu sais, ça, normalement, il fallait aller en salle pour aller manger une pizza comme ça. Pour commander, là. En livraison, c'était une autre histoire. Ouais. Wow. Super intéressant. Là, on peut pas t'inviter ici sans parler de votre passage dans l'œil du dragon. Ben oui. Donc, est-ce que tu veux nous parler de ton expérience, comment vous avez vécu ça? Vous étiez, vous trois, puis est-ce que vous étiez 4 ou 5? En fait, on était 3. OK. Puis Julien qui s'est rajouté à nous. Oui. Ça fera maintenant quasiment 3 ans qu'il est revenu, qui s'est rajouté avec nous. Puis, ouais, on est passé les 4 dans les nouveaux décors de, je pense que c'était la 11e édition, la 11e saison des Dragons. Puis là, on sortait parce qu'avant, il y avait le décor, parce que les entrepreneurs descendaient. Oui. Là, les escaliers, là. Puis, ils appelaient ça comme les escaliers de la mort, là, parce que t'es comme, OK, il faut pas que je tombe. Là, tu as fait ta application, tu as envoyé ta candidature, puis c'est-tu un long processus? C'est quand même long. Et il y a des sélections. Hein, c'est pas tout le monde qui peut se présenter au Dragon. Tu passes des auditions aussi devant les recherchistes. Puis finalement, à la fin, puis c'est drôle parce que les Dragons, là, c'est même si tu as passé, même si tu as eu un deal ou tu n'as pas eu de deal, ils vont toujours te dire ça se peut que tu passes pas. Parce que c'est un show de télé. Fait que si ça marche pas dans le show de télé, ça marche pas. Là, même si le montage... Fait que, effectivement, ça a pris peut-être... je pense que les auditions sont en comme novembre à peu près. Novembre-décembre. Puis les tournages commencent en février. Fait que c'est quand même un certain mois. Puis on a été diffusé en avril. Fait que... ouais. Fait que, tu sais, application en novembre. Diffusion en avril, puis ça peut être en mai. Nous, on était chanceux parce que c'était au début. Mais super expérience. Oui, c'est vraiment. sûr. Puis, tu sais, moi, je dis toujours ça. Quand on passe au Dragon, c'est un peu comme à la voix. Tu t'attends à avoir un deal. Nous, on n'allait pas vraiment là pour un deal. On allait là pour de la visibilité. Puis, être capable, tu sais, si jamais il y a un dragon qui embarque puis qui veut nous aider, fine, tu sais. Mais c'est exactement ça qui est arrivé. On n'a pas eu de deal. Puis, mais on a eu Nicolas Duvernois, qu'on connaît pour Pure Vodka ou Romeo's Gin, que lui, il a embarqué avec nous autres comme, genre,
Comme dans un deal ou Non, comme collaborateur, OK. comme partner. OK. Puis encore aujourd'hui, je veux dire, salutations à Nicolas puis Caroline, sa femme. C'est devenu des amis. Puis on a fait des collabos ensemble. On en fait encore. Puis, je veux dire, je rentre dans le bureau de Nicolas, puis c'est comme si c'est la famille, tu sais. Oh, wow. Fait que non, on est vraiment, vraiment, vraiment choyés d'avoir passé là. Puis, c'est pas sans savoir. En fait, on peut pas passer à côté de l'effet dragon. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Parce que moi, je me souviens, à cette époque-là, avec Produlit, parce que vous avez été un partenaire dans cette croissance-là, puis vous l'êtes encore aujourd'hui, parce que la croissance, elle a continué après. Puis moi, je me souviens, j'avais appelé mon représentant, qui est Philippe Dano. Mm-hmm. Puis j'ai dit là, je peux même pas, tu sais, comme il peut pas avoir de délai, il faut que ça rentre, c'est important. Je veux dire, notre meilleure semaine, on l'a eu avant qu'on passe au Dragon. Tu sais, juste le petit passage comme de preview, ouais, là, ouais. les gens nous appelaient. Ah, ouais. Puis ils savent même pas ce qu'on vend. Ben, ils ont vu une pizza, là, mais ils ont vu Philippe Fred, vite, ils ont appelé, puis OK, c'est quoi, nana? Puis parce qu'eux, ils veulent participer à l'effet Dragon qui va venir. Puis quand j'ai appelé Phil, on s'était préparé d'avance parce qu'on s'est fait coacher, évidemment. Mais tu sais, c'est 1,2 million de personnes qui regardent ça. C'est fou. Tu sais, le site web, il faut qu'il soit prêt. Mm-hmm. C'est instantané. Ouais. C'est instantané. C'est vraiment instantané. Tu sais, le site web pense qu'il se fait hacker à quel point il y a du monde qui arrive sur le site web de même, tu sais. Fait que super expérience. Puis encore aujourd'hui, ça nous a donné beaucoup d'exposure. Puis ça nous a fait. Et à ce moment-là, t'étais-tu en épicerie ou pas encore? On était dans 80 points de vente à peu près. OK. Ouais. Donc les ventes le lendemain matin, ils ont explosé. Ça doit être fou. Explosé. On a triplé. Wow. Puis je me souviens, on avait écouté l'épisode avec toute la gang du resto et de l'usine, parce qu'on a un resto et une usine, parce que c'est l'usine qui produit les produits en épicerie. On avait écouté ça en gang, on avait loué un gym, on avait un écran, on a tout regardé ça avec nos employés puis notre famille, fait que c'était vraiment le fun. Puis le lendemain, on s'est dit, bon, ben, à 6h demain matin, il faut que tout le monde soit rentré parce qu'il faut livrer. Fait que c'était une super expérience. Hein. Vraiment marquant, là. Marquant, puis on va s'en souvenir longtemps. Là. Puis les gens parlent encore de ça. Ça reste. On est la pizza des dragons. Ouais, c'est ça, oui. Puis encore aujourd'hui, on se le fait dire. On vous a vu, des fois, tu as des entrepreneurs qui vont passer, puis tu sais pas trop, tu t'en souviens plus trop. Mais nous, on a eu la chance d'avoir frappé l'imaginaire. J'imagine la pizza, tout le monde connaît ça, puis tout le monde veut, tout le monde en a déjà mangé. Puis encore aujourd'hui, c'est vraiment le fun parce qu'on se fait encore appeler la pizza des dragons. Ouais. C'est cool. Puis en complément avec ça, là, votre image, je regarde la boîte, là, mais votre image de marque, là, est-ce qu'elle était claire dès le départ? Comment vous avez... Tu as dit tantôt que tu avais un graphiste à l'interne. Est-ce que vous avez travaillé avec quelqu'un ou c'était vraiment vous trois? Là, c'était comme on passe ça de même, on voit ça comme ça, puis... Ben écoute... C'est une bonne question. Moi, c'est un peu mon bébé, là, tout ce qui est l'emballage. J'ai parti ça avec ma graphiste, Annabelle, qui en fait, c'est une pigiste. Okay. Mais que tous les projets que j'avais fait avec elle, même en agence avant, c'était avec elle que je les faisais. Fait que vraiment, ça, Phil et Fred, ça a été un projet incroyable parce que ça a été les premières boîtes, les premiers billboards, tous les trucs comme ça, mettons le wrapping de nos autos au brand de Phil et Fred, ça a été avec elle. Puis c'est un brand qui avait déjà été pensé initialement. Le côté noir, c'est beaucoup plus le côté à Fred, le plus gourmet, plus premium, où ce qu'on va donner les pizzas un petit peu plus gourmet. puis du côté rouge, c'est le côté plus festif, c'est le côté plus fil, c'est la toute garnie, c'est les pizzas qu'on écoute devant un match de sport, peu importe. Puis, ça s'est reflété dans le brand. Fait que quand on voit des pizzas à fil, on va voir beaucoup du rouge. Puis on va voir aussi, parce que on a comme les symboles de Fred gourmet puis fil un peu plus festif. Puis on le voit à travers la boîte, parce que mettons la pizza méditerranéenne, c'est une pizza qui est plus gourmet, c'est une pizza à Fred. Donc ça se reflète dans le packaging, ça se reflète dans la marque. Puis c'est vraiment tu ouvres le menu, mettons au restaurant, c'est comme si
dans le restaurant, tu es dans le menu. C'est des murs rouges, des murs noirs. C'est cool. Puis ça se reflète aussi dans la boîte, fait qu'on amène un peu de notre essence à travers l'ensemble des épiceries. Faire vivre une expérience. Ça part de là. On vend un produit, mais avec le produit, ça vient avec une expérience. Puis je pense que c'est le nerf de la guerre. Ouais. Ouais. Puis parlant d'image de marque, Sean, je te pitch une question. Quand tu as repris Produlit, est-ce que pour toi, l'image, le logo, c'était comme clair, tu voulais garder ça comme ça, ou est-ce que tu avais comme une vision à toi plus unique, que tu voulais faire changer les choses? Écoute, à l'époque, la compagnie s'appelait les imprimeurs Produlit, quand j'ai repris la business, ou enfin quand j'ai joint la compagnie, et on était un imprimeur commercial dans ce temps-là. Quand on a fait le switch pour s'en aller vers le packaging, on s'est battu les premières années, là. Parce que quand on avait nos cartes de visite, nos cartes d'affaires, on s'en allait voir quelqu'un qui achetait de l'emballage. Il disait, non, Produlit, vous autres, vous êtes un imprimeur commercial. Donc, une petite histoire sur la compagnie, à ce moment-là, on a commencé à jouer avec d'autres noms. Donc, je me souviens, avec mon père, juste avant les années 2000, on s'est dit, on va partir d'une compagnie qui s'appelle ProPack. Pour être capable de rentrer chez un client, de dire, on est vraiment une compagnie d'emballage qui s'appelle ProPack. Puis ça servait le marché alimentaire, commercial, des produits de maison, etc., de l'emballage traditionnel. Et après ça, j'ai eu un penchant. On a fait une étude de marché dans le pharmaceutique. Et puis, on a commencé à développer les clients dans le pharma, à découvrir que ProPack passait pas. Parce qu'ils disaient, bon, mais vous autres, vous êtes une compagnie en emballage, mais vous êtes plus concentré dans l'alimentaire. Vous n'avez pas une spécialité au niveau de l'emballage pharmaceutique. Donc, à ce moment-là, on a développé une troisième compagnie qui s'appelait PharmaPack. Donc, à ce moment-là, je veux dire, quand on se promenait avec nos vendeurs, on sollicitait les clients. Dépendamment de qui on avait 3 cartes de visite dans nos poches. Si c'était de l'impression commerciale, on sortait Produlit. Si c'était de l'emballage comme qu'on fait pour Félifred, ça aurait été ProPack. Et si c'était un client prospect qu'on essayait de développer dans le pharmaceutique, c'était PharmaPack. On peut comprendre, côté branding, on était mêlés. On est éparpillés. On est éparpillés. Bon, on a roulé de même pendant à peu près 2 ans, 3 ans. Et là, on s'est assis avec un bon ami à moi, Stéphane Huot, qui est un designer, et Guy Martineau, qui gère notre studio de design. Ouais. On a mandaté Stéphane à revoir un peu l'image de tout. Et c'est là qu'on a appelé ça, on s'est débarrassé des imprimeurs Produlit. On a appelé ça Produlit Inc. Et solution stratégique en emballage qui dessert les différents marchés. Donc, c'était un passage intéressant. Mais qui aboutit avec un nom puis une belle réflexion par rapport à tout ça. C'est intéressant. Oui, c'est le fun. Je reviens avec Félifred, puis la nouvelle de l'heure, là, votre collaboration avec les Alouettes qui se renouvelle cette année. Comment c'est né cette collaboration-là? Bien, ça fait bien le pont parce que c'est né de notre passage au Dragon. Il y a des gens au niveau de la direction des Alouettes qui ont vu notre passage. Puis, on était beaucoup dans un moment où on se rappelle que Pierre-Carl Pellado a fait l'acquisition des Alouettes de Montréal. PKP, c'est quelqu'un qui a le Québec tatoué sur lui. Puis, c'est important pour lui, les produits locaux. Tu sais, je n'ai pas demandé à Pierre-Carl est-ce que c'est pour ça qu'on ouvre les discussions, loin de là. Mais je trouve que les Alouettes de Montréal, depuis son arrivée, on dirait qu'on s'est vraiment réapproprié cette équipe-là en tant que nation. Ouais. Je trouve ça vraiment... Puis tout était comme vraiment aligné d'avoir... Parce qu'avant, c'était Pizza qui était au stade. Pizza, c'est ontarien. Beaucoup de personnes pensent que c'est américain, mais c'est ontarien. Mais nous, c'est québécois. Puis les Alouettes, c'est une équipe québécoise. Puis je sais pas si vous avez vu passer les TikTok des Alouettes, mais tu sais, il y a des joueurs américains. Puis là, t'as le marketing des Alouettes qui arrive, puis il dit est-ce que tu es capable can you say Abitibi-Témiscamingue? Puis là, ils le disent avec leur accent fort américain, puis tu sais, c'est super drôle, c'est devenu viral. Mais c'est juste un autre clin d'œil pour dire hey, Colin, le Québec. Mais c'est le Québec qui encourage les Alouettes. Ouais. Puis évidemment, qui dit collaboration, dit chandail. Ben oui. Puis numéro 1, parce qu'on est la pizza numéro 1, oui. évidemment. C'est cool. Puis, fait qu'on c'est eux autres qui ont fait ça pour vous autres?
Ouais, ben en fait, on avait ce produit-là, cette idée-là, puis on l'a fait avec eux au début de la saison. Fait qu'on est allé au match de pré-saison avec eux, puis ils nous ont fait le gilet. Puis c'est ça, dans le fond, on commence notre deuxième année avec eux, puis honnêtement, là, c'est des gentlemen. Moi, l'expérience que j'ai, parce que tu sais, des fois, là, on signe un deal, là, puis c'est pas une relation d'affaires, là, c'est plus fournisseur, client, etc. Puis moi, j'aime beaucoup la relation qui va au-delà de la relation d'affaires, parce que c'est comme ça qu'on est capable d'aller plus loin, puis de garantir en fait une pérennité. Puis notamment, avec Produlit, c'est ça. Mais avec les Alouettes, c'est la même chose. Fait que c'est vraiment de dire de tisser des liens forts avec eux. Puis pour revenir un peu à ta question, quand on est passé au Dragon, ils nous ont vus, on a négocié à peu près 8 mois de temps, juste pour... Parce que, tu sais, oui, il y a la négociation de produits, comment qu'on rentre une pizza dans un stade, ça a l'air facile, mais c'est il y a beaucoup de logistique, là. Il y a aussi, on rajoute un troisième joueur qui est la cage, parce que la cage, c'est eux qui s'occupent des concessions alimentaires au stade. Fait qu'eux, ils ont comme, oui, on a la cage brasserie sportive qui est les restaurants, mais il y a la cage aussi traiteur événementiel. Puis ils s'occupent des stades, des arénas, une couple de trucs comme ça. Donc, nous, il faut qu'on travaille avec eux, il faut qu'on aille faire des tests de cuisson avec leur four, etc. Donc, ça a pris à peu près 9 mois. On a fait une saison, ça a été un succès monstre. On n'a jamais vendu autant de pizzas au stade. Puis les chiffres étaient meilleurs que les statistiques de Pizza auparavant. Ouais. Wow, c'est le fun. Puis, tu sais, il y a aussi... Puis, tu sais, je veux quand même, tu sais, humblement, je sais que mon produit est bon, mais il y a aussi le fait que nous, on arrive, puis les Alouettes venaient de gagner la Coupe Grey. Ouais, c'est ça, c'est perfect timing. Il y a quand même une question de timing là-dedans, là, c'est sûr, mais les gens achetaient puis rachetaient. Puis, tu sais, je pense que ça, c'est le plus important, c'est la récurrence. Ouais. Puis, c'est le fun de faire la boucle, comme tu dis, les Alouettes achetées par un propriétaire québécois qui ne gêne pas le dire dans les médias que c'est important le Québec, etc., mais de réaliser ça avec vous autres. Ouais. La cage au sport aussi, qui est dans le stade. Et les partisans, surtout avec le fin d'hiver qu'on vient d'avoir au niveau de la tarification, puis acheter local, etc. Donc, vous êtes dedans, là. Et ça fait une belle boucle parce que les partisans, on est de plus en plus, les consommateurs, concernés de où ça vient. Donc, le truc est fait dans votre cas comme deuxième année. Totalement. Puis les gens, ils ont vraiment adoré. Ils aiment le fait qu'ils mangent québécois, ils mangent local, exactement. Puis nous, tu sais, je veux dire, il y a aussi... il y a de la bière qui vient du Québec, il y a des... Tu sais, évidemment, je veux dire, il y a des gros deals que, à un moment donné, une business, il faut que tu ramènes de l'argent. Moi, je m'appelle pas... je suis pas une multinationale qui a les poches sans fond. Là. Fait que je peux pas payer des propriétés de commandite aussi chères qu'une multinationale. Puis ça, on le comprend, mais de donner une place à des producteurs comme nous, à des entreprises comme nous, pour moi, je veux dire, c'est très... ça a été précurseur. Là. Je veux dire, on peut parler des tarifs américains qui sont arrivés en début d'année, mais nous, ça fait déjà 1 an qu'on a signé avec les Alouettes. Là. Fait que le produit local, pour eux, c'était déjà important. Ouais. Fait que, puis nous, on est direct dedans, puis je pense que ça l'apporte vraiment une belle... ça augmente, en fait, l'expérience partisan en stade aussi. Fait que dis-moi, est-ce que la prochaine étape pour un stade sportif, c'est le Centre Bell avec le Canadien de Montréal? C'est encore Pizza qui est là. Oui. Puis, tu sais, le Centre Bell, c'est une grosse machine marketing. Là. Fait que, il faut vraiment Ils ont-tu la même sensibilité du... c'est une bonne question. Acheter québécois, etc. C'est une bonne question parce que nous, on n'a pas eu de discussion directe avec le groupe CH. On en a eu en coulisses, là, mais ici et là. C'est sûr que nous, évidemment, c'est un rêve. Je veux dire, le hockey au Québec, c'est quoi? C'est incroyable. Là. Plus de matchs, plus de monde. Oui, plus de représentation aussi, parce que au stade, nous, c'est les Alouettes, puis c'est tout. Là. Je veux dire, il
n'y a pas Taylor Swift là, qui s'en va faire donner un show au stade Percival Molson. Taylor n'est pas là. Non, elle n'est pas là. Mais tu sais, on travaille aussi, on regarde un peu du côté de Trois-Rivières avec les Lions de Trois-Rivières qui sont le club école des Canadiens. Fait qu'on est peut-être en train de regarder des petits trucs avec eux, à voir si ça pourrait adonner à quelque chose. Mais oui, c'est sûr que ça nous intéresserait. Mais pour l'instant, on s'occupe de nos Alouettes. C'est un beau partenariat, ça apporte beaucoup, je pense, à tout le monde. Puis, tu sais, je veux dire, c'est eux qui nous ont fait confiance dès le départ. Mais ça crée l'image d'une communauté qui se tient. C'est ça qui est le fun. Absolument. Puis les Alouettes sont très forts là-dessus. Je veux dire, il y a des joueurs qui s'en vont faire du bénévolat. Tu sais, c'est très ça fait partie de la culture de l'équipe. Donc, on est vraiment fiers de s'associer à ça. Puis comment est-ce que ce partenariat-là avec les Alouettes se traduit en emballage pour Produit? Parce qu'on a contribué à faire la boîte pour le stade. Moi, j'ai donné des mots de tête à, je pense que c'est Pascal. Oui. Parce que moi, j'arrivais avec une idée. Là, cette idée-là, je l'ai dit à Philippe. Puis là, Philippe en parle à Pascal. Puis bref, à l'interne, je ne sais pas trop comment que ça se passe, mais je le rappelle, je dis, ça ne fonctionnera pas. Il faut qu'on trouve une autre façon. Fait que je me souviens, j'étais venu dans les bureaux de Produlit pour la fameuse la fameuse porte-pointe. Parce que il fallait que la cage soit capable de les empiler. Il fallait qu'il y ait une flexibilité dedans. Il y avait tout ce... Il y a des enjeux d'entreposage au stade, là, c'est un vieux stade, donc ils n'ont pas de la place comme si ça avait été pensé pour aujourd'hui. Donc on l'a parti comme ça, mais c'est ça la beauté de travailler avec des fournisseurs qui sont à l'écoute, puis qui sont pas juste on vous donne un produit, puis arrangez-vous avec ça. C'est qu'on développe quelque chose qui fonctionne pour tout le monde, qui est gagnant pour tout le monde. Puis nous, ça fait partie de la marque. Je veux dire, moi, j'aurais pas été capable de servir de la Félifred juste dans une assiette ou dans un petit porte-pointe. C'est pas la même expérience. Comme Pizza faisait. C'est pas mal plus basique que ça. Oui, je pense que c'est des cabarets. Parce qu'encore une fois, tu vends une expérience là, au stade. Là, c'est du branding, là. Les gens jettent. 100%. C'est du branding. Il y a un code QR pour retrouver nos pizzas en épicerie parce qu'ils ont dit, quand elle est donc bien bonne, cette pizza-là. Après ça, ils tapent leur adresse, ils savent de se mettre sur la carte. Fait que, autant pour ça. Puis aujourd'hui, pour la nouvelle saison aussi, on avait fait, en collaboration avec Produlit, évidemment, la boîte aux couleurs des Alouettes. Oui, elle est belle. Puis c'est un peu comme dire Phil et Fred, on met le chandail des Alouettes, mais nos pizzas aussi. Ben oui. Fait qu'on trouvait ça très cool. C'est un beau clin d'œil. Puis l'organisation des Alouettes ont vraiment trippé. C'est sûr. Je comprends. Je veux parler d'entrepreneuriat parce que c'est votre réalité à vous deux. Qu'est-ce que vous pensez qui vous unit en tant qu'entrepreneur au Québec, les deux? Grosse question. Moi, je dirais la résilience. Oui, la résilience, la détermination de faire arriver un projet qui rassemble du monde. C'est certain, nos défis sont un peu différents. On est des entrepreneurs. Nous, on travaille beaucoup plus directement avec le client que lui a une manufacture, il y a une clientèle, il y a une distribution. Donc, il y a des choses très en commun là-dedans par rapport aux défis, rassembler les gens, avoir un plan. Oui. Puis la résilience, parce que on en parlait off-record tantôt, c'est tout le temps de dire tu règles un problème, puis après ça, une fois qu'il est réglé, c'est parfait, c'est quand le prochain. C'est ça, puis je pense que pour être entrepreneur, il faut aimer la résolution de problèmes, là, parce que c'est toujours un après l'autre. Mais c'est ça qui nous challenge, c'est ça qui nous fait vivre. Là. Mais faut être confortable avec l'inconfort. Ouais, c'est vraiment ça. Puis il faut aussi faut aimer la création de valeur. Ouais. Ça part, je vends de la pizza, mais finalement, je vends pas juste de la pizza. Je vends une expérience, je vends un emballage qui est plus efficace. Il y a comme tout un build-up autour de ça. Donc, résilience, création de valeur. Puis ce qui est le fun rendu là, c'est la relation qu'on a développée. On en parlait tantôt aussi off the record par rapport
à la croissance, investir dans des nouveaux produits, nouveaux buildings, nouvel équipement, quel genre de financement tu as été chercher, on peut-tu partager des contacts. Ben oui. C'est ça la beauté de cette communauté-là. De collaborer ensemble, puis est-ce que tu peux m'aider, puis je peux t'aider avec des gens. Puis c'est ça qui fait en sorte que les business réussissent bien. Tu as tellement raison, puis ça me rappelle Georges Saint-Pierre, quand il montait dans l'octogone, il disait tout le temps, j'ai tout le temps un moment de profond respect envers mon adversaire parce que je sais ses sacrifices. T'sais, on va se battre, mais on va se respecter aussi. Puis je pense qu'entre entrepreneurs, de comprendre, en fait, de savoir par où t'es passé, les trucs que tu as sûrement eu dans ton parcours, puis pour l'ensemble des entrepreneurs qu'on côtoie, il y a comme un profond besoin de s'entraider. Tu sais, moi, je fais du pro bono avec du monde qui part en business, juste pour les épauler et leur dire où, tu sais, comme, on a chacun notre recette, là. Je veux dire, j'ai pas la recette gagnante, là. On a chacun notre recette, mais au moins de donner un peu d'orientation, de le faire pro bono juste parce que c'est important pour nous. Puis de voir que Colin, t'as fait le saut, t'as eu le guts de le faire. Colin, si je peux te donner un petit coup de main, ça va me faire plus que plaisir. Oui, ça l'aide beaucoup, ça, dans notre cheminement, de pouvoir partager des choses, parce que l'entrepreneurship, des fois, on peut se sentir tout seul, hein, que ce soit un client ou un fournisseur, de pouvoir échanger sur certaines expériences. Ça nous aide à trouver des solutions aussi, là. Puis justement, si vous aviez à donner un conseil à quelqu'un qui se part en affaires, que ça soit B2C ou B2B, ça serait quoi? Bien s'entourer. Moi, c'est mon premier. Je seconde ça, définitivement. Tu peux pas tout faire. Puis, tu sais, Steve Jobs, mais encore, ça va avoir l'air cliché parce que tout le monde connaît cette phrase de Steve Jobs qui disait embaucher des gens plus intelligents que vous. Là. Mais c'est tellement vrai. Ouais. C'est tellement vrai. Tu sais, tout seul, on va plus vite. Avec plusieurs personnes, on va plus loin. Puis c'est tellement des trucs qu'on entend souvent, mais en entrepreneuriat, c'est ça. Là. C'est comme, tu vas aller plus loin, entoure-toi. Puis moi, je pense à mon autre entreprise qui est Trusty. C'est du talent en ingénierie logicielle, c'est du talent en vente, c'est du talent en customer support. Je pourrais pas faire tout ça. Là. Non, c'est ça. Faut pas penser qu'on peut tous faire en entrepreneur, en tant que dirigeant d'entreprise. Là. Tu peux pas porter tous les chapeaux. Là. Même que souvent, c'est comme ça quand tu commences là, dans des startups. Tu as plusieurs chapeaux, mais éventuellement, tu grandis. Puis tu reconnais tes forces aussi. Là. Ouais. Oui, puis un autre truc aussi, c'est ça va coûter plus cher que tu penses. Ça va prendre plus de temps que tu penses aussi. Oui, ça c'est un bon. Effectivement. Ouais. Mais je rajouterais aussi bien s'entourer, puis aussi d'avoir une vision claire. Ouais. Parce que si tu es bien entouré, puis tu n'as pas de vision, tu n'as pas d'objectif, les gens peuvent partir dans toutes sortes de directions. Mais si tu es super bien entouré, puis tu as une vision claire, c'est là que tu peux travailler top-down et avec des gens compétents qui sont engagés, que ce soit technique ou stratège, etc., opérationnel. Mais ce muscle-là, il se développe puis devient puissant. Puis ça te permet de passer au travail parce que l'entrepreneurship, c'est une question de gérer des tempêtes parce que tu en as plus que moins. Et quand tu es bien entouré avec une bonne vision de l'affaire, ça te permet de passer au travail ces temps-là plus difficiles avec une équipe autour de toi. C'est bon. Puis justement, Simon, t'as touché tantôt sur le point de Trusty. Ouais. Comment tu fais pour jongler deux entreprises dans deux univers complètement différents? Ouais, c'est une excellente question. En fait, depuis septembre, j'ai passé temps plein du côté Trusty. OK. Je suis COO là-bas. Donc, je m'occupe des opérations. Donc, c'est sûr que si j'avais un 40 heures, Phil et Fred, 40 heures Trusty. Puis me connaissant, il faudrait que je me cherche une autre 40 heures quelque part. En fait, ça serait pas de bon sens. Non. Mais maintenant que j'ai vraiment un rôle beaucoup plus d'ambassadeur.
de représentants de la marque. Puis des fois, je vais faire du coaching aussi avec mon équipe de vente parce que maintenant, l'équipe de vente de Phil et Fred s'est rendue autonome. On est rendu avec 3 représentants sur la route qui s'occupent aussi de toutes les commandites, les partenariats. Donc, il y a une belle maturité qui s'est établie à travers ça. C'est sûr que moi, je reste toujours dans les parages, évidemment. Mais du côté Trusty, je veux dire, là, on est rendu avec des investissements en capital de risque. Donc, c'est 2 mondes. Hein. L'autre côté, Phil et Fred, on s'est financé avec la dette. Donc, oui, on a mis un apport en capital, mais je veux dire, pour bâtir tout ça, il faut que tu aies demandé à des institutions financières qui te prêtent puis que tu cautionnes personnellement. Ça part de même. Puis de l'autre côté, tu as Trusty, qui est une entreprise en tech qui se finance avec du capital de risque. Donc, tu t'en vas pitcher à des anges investisseurs au début et ensuite à des firmes de capital de risque pour qu'eux y investissent parce qu'ils voient un potentiel de croissance important. Donc, il y a des responsabilités envers eux. Puis c'est pour ça que ça faisait partie du package deal de on investit, mais on te veut à temps plein, tu sais. Fait qu'aujourd'hui, je jongle bien avec ça parce que du côté Phil et Fred, ça s'est vraiment bien... il y a une maturité qui s'est installée. Puis aujourd'hui, avec Trusty, mais on assure la croissance à temps plein. Puis étant donné que tu es bien entouré... ça repart de là. Phil et Fred, ça te permet de vivre d'autres belles expériences. Puis que la vision est bien tracée. Oui. C'est exactement ça. Puis tantôt, on a brièvement mentionné le mouvement de l'achat local là, avec les Alouettes, mais aussi avec ce qu'on a vu là, les derniers mois, juste dans les nouvelles, avec les barrières tarifaires, tout. Est-ce que vous avez vu un impact de plus sur votre marque? Direct. Ouais. Direct. Puis c'est tellement drôle parce que nous, on a eu une idée avec 2 entreprises d'ici qui s'appellent Pretty Ugly, qui fait des salsas avec des tomates qui normalement auraient été jetées parce qu'ils n'étaient pas assez belles pour être une tomate qu'on achète à l'épicerie, mais tout aussi savoureuse, là, tu sais. Ils font de la salsa avec ça, puis ils font des chips de maïs et qui utilisent également un certain pourcentage de drèche qui est comme le grain, en fait, qui reste après avoir fait la bière. Puis, on a travaillé aussi avec Mox, compagnie de... Mocktail. Oui, c'est ça, de Mocktail, de Marie-Pierre Morin. Ouais. Et Dominique Touga, qui est celui qui est l'artiste derrière les mocktails. Puis, en octobre, on s'est dit, hey, ça serait cool de faire de quoi pour le Super Bowl, de s'approprier l'événement le plus américain de l'année, mais on se fait une table 100% québécois. Ah, c'est cool. Mais ça, on s'est dit ça en octobre. Tu sais? Donald Trump il est rentré en poste en janvier. Ouais. Puis toute l'histoire des tarifs a commencé 1-2 semaines avant le Super Bowl. On parlait de timing tantôt? Ouais, c'est ça. Ah, quel timing bravo. Incroyable. Puis tu sais, nous, on est parti de ça, on n'avait pas prévu là, que Trump allait nous sortir. En fait, dire, hey, la grande amitié américain-canadien, c'est fini. Ouais. On pensait pas faire ça. On pensait que nous, c'était acquis, là, cette relation-là. Puis, les Québécois, les Canadiens ont fait comme... Il y a beaucoup de négatifs là-dedans, mais ce qui est positif, par contre, c'est que je pense que les gens se sont réveillés et se sont dit, hey, on peut-tu acheter ici pour que l'argent reste ici? Puis là, nous, on arrive avec un truc qui est totalement aligné avec cette vision-là. Quel timing. C'était parfait. Ah, c'était fou. Le boule de neige, que ça l'a fait. Hey, on s'est retrouvés en une semaine sur tous les plateaux de télé, dans toutes les stations de radio. Les journaux nous appelaient. C'était incroyable. Puis évidemment, on avait on était avec Marie-Pierre Morin là-dedans, fait que ça l'aidait aussi pour l'exposure. Ouais. Mais l'essence même, il nous invitait pas parce que Marie-Pierre Morin était là, il nous invitait parce que nous, on s'est dit, hey gang, appropriez-vous le Super Bowl puis mangez québécois. T'sais. Fait que ça a fonctionné. Ça a fonctionné, là, c'était incroyable. Puis moi, je trouve ça beau parce que, puis je trouve ça encore beau aujourd'hui de voir les gens en épicerie regarder les produits puis regarder de la provenance. Moi, je suis, cool. Parce que je suis un pro défenseur de l'achat local. Puis, tu sais, les gens étaient comme, on boycotte les produits américains. Mais j'étais comme, au lieu de boycotter les produits américains, tu sais, comme changeons le discours, puis dites, encourageons les produits locaux. Ouais. Tu sais, totalement. Tu sais, le boycottage va se faire naturellement.
parce que tu t'achèteras plus là. Tout à fait. Mais fais-les pas pour boycotter, fais-les Non, pour c'est ça. encourager. Puis encore une fois, j'ai un peu de difficulté avec le mot encourager. Parce qu'on dit, hey, j'ai commandé une Phil et Fred, j'ai encouragé ton entreprise. Comme si on était une petite entreprise de bienfaisance. Là, je t'ai donné, tu sais, voilà 5 $, va t'acheter des bonbons. T'encourages pas, t'achètes. C'est pas une erreur de parcours. Ouais, c'est ça, là. t'achètes. Exact. Il y a une business en arrière de ça. Ouais. Là. Vous avez créé, c'est pas une chance. Exact. Puis il y a des gens qui travaillent. Je veux dire, nous, on paye des salaires à du monde. Puis je veux dire, c'est une vraie business, là. C'est pas. Fait que tu sais, puis. Encore aujourd'hui, puis moi j'ai le réflexe de dire encourager local, puis c'est comme attends, on va retravailler ça, achetons local, on achète, on n'encourage pas, on achète. T'as besoin de ça, tu l'achètes, c'est tout. Non, mais c'est un mindset qui est en train de changer tranquillement. Totalement. Puis pour le mieux, parce Oui. que effectivement, tu sais, la dépendance qu'on a à travers les autres marchés, Oui. là on peut-tu être fort nous? Puis je veux dire, le Canada, là, c'est des ressources incroyables. Tout à fait, oui. Prenons notre place, là, c'est vraiment ça. Ben, c'est le fun. Écoute, t'as passé au travail de 2 événements. Les Dragons ont été un gros kickstart. Ouais. Et puis là, le sociopolitique, mais t'as quand même eu l'idée au mois d'octobre, là, avant. Ouais. T'es visionnaire, là. T'as Le marketing. ce talent-là Ouais. au niveau du marketing, puis de prévoir... Ben c'est clair, puis je veux dire, oui, visionnaire, parce que, tu sais, au final, on savait, là, tu sais, avec l'arrivée de Trump, on savait déjà qu'il y avait ce protectionnisme américain qui allait grossir encore plus, puis que lui, c'est American First. Puis là, nous, on est comme, ben là, si lui fait ça, on s'entend que, tu sais, ça s'en allait pas vers qu'est-ce qu'on a connu, puis, mais je veux dire, on l'a pas vu venir, nous autres non plus, là, mais il y avait quand même une certaine tendance à dire, hey, on va s'occuper de nos affaires, nous autres, aussi, de notre côté, là. Puis, parce qu'on est capable. Parce qu'on est capable, puis l'idée partait de là, tu sais. Mais tu sais, la COVID, mettons qu'on revient, là, en parlant de timing encore, parce que c'est aussi, pour le restaurant, ça a été incroyable. On était dans les premiers restaurants à Saint-Jean-sur-Richelieu à avoir la commande en ligne. Tu sais, aujourd'hui, c'est comme, ben voyons donc, tout le monde a ça, la commande en ligne. Mais à l'époque, c'était ça. Tu sais, je me souviens, il y a des restaurants qui faisaient des... Pendant que nous, on vendait, là, parce qu'on était déjà prêts à ça, t'avais des restaurants qui faisaient des vidéos, puis ils mettaient des billets de banque dans les produits désinfectants pour dire on est sécuritaire. Tu sais, pendant que nous autres, c'était comme on fait juste déposer ça, t'es payé par carte de crédit, t'as même pas besoin de désinfecter rien, tout est là, tu sais. Fait que c'est un autre beau timing dans notre histoire. Ben oui. Ouais. Puis Simon, qu'est-ce qu'on peut attendre prochainement de Phil et Fred? Ah, Colin, beaucoup de choses. Nous, en ce moment, on fait beaucoup d'apparitions sur des podcasts. On travaille beaucoup avec aussi tout ce qui est les Gémeaux, le Gala des Oliviers qu'on a fait dernièrement, la disque. En juin, on fait la nuit des 1000 nuits, un truc comme ça. C'est comme la relève des Gémeaux qui sont là à la Terrasse Bon Secours. Bref, on veut vraiment multiplier nos présences dans ces événements-là parce que le sport, la culture, on s'implique beaucoup aussi dans des fondations pour tout ce qui est au niveau de la santé, les bien-être des animaux. Bref, on veut vraiment augmenter notre présence outre que juste dans, mettons, la commande en ligne ou les épiceries, parce que notre produit fonctionne dans d'autres marchés. Puis, est-ce qu'on va voir de la Phil et Fred dans d'autres stades, dans d'autres arénas? On espère. Probablement. Mais il y a aussi, on va avoir des apparitions un peu partout. On veut supporter notre communauté. On veut vraiment être un moteur. Parce que, tu sais, la pizza, là, ça rassemble du monde. Ça crée des événements. Fait que si les causes sont bonnes, nous, on est là. Évidemment, les Alouettes de Montréal, c'est important de le dire. La saison commence le 6 juin. Je sais que le podcast va être écouté un peu plus tard, mais au moins, on va être encore dans la saison, mais qu'il soit diffusé. Donc, on va encourager ce monde-là. Et on arrive aussi, on va être distribué dans tous les métros du Québec en automne. On a aussi des belles discussions avec d'autres bannières.
Donc, C'est beaucoup de super. choses qui arrivent pour Phil et Fred Mhm. et potentiellement peut-être même l'acquisition d'une nouvelle usine pour être capable de subvenir à toutes ces belles Très croissances-là. excitant. Ouais. Félicitations. Merci. Puis Sean, je termine l'épisode avec toi. Est-ce qu'il y a des projets excitants du côté de Produlit? Oui, absolument. Il y a beaucoup de choses. La dernière année, on a été très à l'écoute de nos clients, à comprendre le volume qui s'en vient. Et Produit a toujours voulu être bien équipé avant qu'on devienne débordé, puis qu'on ait de la capacité. Donc, on a fait d'investissements majeurs dans l'organisation qui va être dévoilé dans les prochaines semaines. Mhm. Donc, avec mon équipe, on a étudié différents angles de qu'est-ce qui était bon pour l'organisation. On est à l'écoute de notre clientèle. Je suis un passionné de tech, je suis un passionné d'équipement. Donc, très fier de faire des investissements majeurs Mhm. chez Produlit pour pouvoir continuer à supporter nos clients pour les prochaines années à venir. Puis, je prends un moment pour vous le dire, là, mais pour moi, Produlit, vous êtes dans mes fournisseurs. Puis, pas parce que je suis votre podcast, là, je veux vraiment le dire de manière authentique, là, mais vous êtes dans nos fournisseurs les plus exemplaires. Encore une fois, j'en parlais off-record, là, vous êtes, tu sais, autant au niveau on parlait de la marque de Produlit, tu sais, que je veux dire, c'est devenu une marque, le fun, tu sais. Puis c'est une compagnie d'emballage. Je veux dire, moi, c'est le fun, je vends de la pizza, je vends du bonheur, mais tu sais, de l'emballage, vous avez trouvé un moyen de rendre ça le fun. Puis de la qualité jusqu'au service, là, je veux juste vous lever mon chapeau parce que ça fait plaisir de travailler avec des gens comme vous. Ben, c'est gentil. C'est Ouais. gentil. Puis c'est le fun d'avoir des clients comme vous, Simon, qui investissent dans leur emballage parce qu'on a un rôle, on a une responsabilité. Derrière ce packaging-là, il y a un produit qui est bon, qui goûte bien, mais on est le premier pont, on est la première vitrine. Tellement. Puis de travailler avec des gens qui veulent reconnaître un beau produit, qui vont investir dans l'emballage. Tantôt, tu mentionnais de challenger un gars comme Pascal, qui est notre ingénieur en structure d'emballage, qu'on donne accès à nos clients. On veut que nos clients aient une proximité avec nos gens à l'interne. Ça fait triper Pascal. Puis au bout de la ligne, c'est que le gagnant, c'est le client au bout de la ligne qui va vivre l'expérience de Phil et Fred, qui amène ça à la maison, il y a un beau packaging, ça fonctionne bien dans le côté logistique, mais je vous félicite de mettre autant d'argent et du temps dans totalement. un branding important d'un produit de commodité à la base, qui est une pizza. Là. Tu es en train de réinventer ça, puis c'est le fun. Fait que félicitations à toi. Merci. Je ne suis pas surpris que tu aies quitté ton emploi de la police. Là, je comprends comme il faut. D'où que les idées venaient, puis félicitations. Ben, merci beaucoup. Ben, c'est ce qui conclut notre épisode d'édition Offset. Merci de votre participation, puis on se revoit à un prochain épisode.